Bienvenue à Auckland, le tour du monde de la francophonie continue au pays du long nuage blanc. Nous sommes au Royal New Zealand Yacht Squadron avec une superbe vue sur le golfe d'Aoraki, au pied du Harbour Bridge et de la Sky Tower. Nigel, notre réalisateur, a réussi à dérober le trophée de la Coupe de l'América, mais je vous rassure, ça n'est qu'une copie, l'original est bien plus grande et surtout c'est verrouillé à triple tour juste à côté, donc on ne risque pas de la voir. Bienvenue à tous, vous êtes sur TV5 Monde, ici à Auckland. Ça fait déjà 14 heures que nous avons commencé ce pari extraordinaire qui est de vous présenter les visages de la francophonie aux quatre coins du globe. La francophonie, c'est 23 destinations, 25 heures de direct non-stop. Nous avons mobilisé pour cela pas moins de 140 caméras, 90 satellites pour vous faire vivre cet événement planétaire, cet événement exceptionnel. Tony Marsh est avec moi, il sera avec moi tout au long de ce programme. Bonjour Tony. Bonjour. Ancien international de rugby, vous êtes surtout le plus français des Néo-Zélandais. Je me trompe ? Ouais, je ne dirais pas ça, mais je suis français, oui. Oui, vous avez la nationalité française et vous avez porté quand même quelques fois le maillot bleu. Ouais, quelques fois, ouais. J'ai eu la chance de jouer en équipe de France pendant 21 fois. Alors nous avons d'autres invités à vous présenter. Nous avons monsieur Yang Chen. Bonjour, vous dirigez le domaine Cloudy Bay qui appartient au passage à LVMH. Cloudy Bay, c'est un peu la référence, l'ambassadeur du vin néo-zélandais à l'étranger. À côté de vous, Alex Kane, vous êtes œnologue chez Brancott Estate. Brancott, c'est plutôt Pernod Ricard. Vous êtes aussi une belle signature du vin néo-zélandais. Jean-Christophe Poisard, vous ne produisez pas, vous ne fabriquez pas de vin, en revanche vous le vendez et vous le vendez même très bien avec votre épicerie fine ici à Auckland, Maison Voron. Et enfin, Damien Yvon, directeur et sommelier chez Clos Henry. On a beaucoup de chance de vous avoir, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, puisque vous venez tout juste de l'étranger, mais nous avons aussi un invité surprise. Nick Honeyman est un chef cuisinier. Il tient ici un restaurant bien réputé qui s'appelle le Paris Butter. Nick, est-ce que tout va bien en cuisine? Bonjour Demet, très bien, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 petits plats dans ma cuisine sur le Auckland Harbour Bridge. Hello Nick. Hello. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Je vois, oh là là, des choses très intéressantes et des associations un peu bizarres. Oui, c'est la poulade. C'est un plat, ouais. C'est mélangé avec le français et avec les ingrédients Nouvelle-Zélande. C'est comme l'escargot. Oh, incroyable, je suis très curieuse de goûter ça. Tony, et toi, tu es plutôt du genre à cuisiner ou plutôt à aller au restaurant? Je dirais que ce n'est pas mon point fort, mais j'aime bien manger, surtout la nourriture française. Ah, très bien, on va avoir l'occasion d'en parler. La gastronomie en Nouvelle-Zélande s'est développée ces dernières années grâce à des talents et des personnalités comme Nick Honeyman, des personnalités transfrontières. C'est pareil pour le vin. Le vin néo-zélandais aujourd'hui est connu mondialement grâce à ses vignobles, bien entendu, mais également grâce à ses vignerons, des passionnés un petit peu fous qui ont fait ce pari de produire du vin à l'autre bout du monde. Au pays du long nuage blanc, comme l'appellent les Maoris, l'été se termine. Commence alors le balai des tracteurs pour les vendanges. Sur ce domaine, on récolte du pinot, du sauvignon ou encore du chardonnay. Le patron, Georges Michel, est français. T'en dis quoi des raisins? Ils sont magnifiques. Des raisins magnifiques grâce à un terroir d'exception. Un sol fertile, peu de pluie, du soleil, mais sans grosse chaleur. Bref, du bonheur en grappe. Regardez, il n'y a pas un seul grain de pourri, on n'a rien eu comme démarrage de pourriture. On a un climat absolument idéal en Nouvelle-Zélande. Généralement, il fait très sec. Des problèmes comme le botrytis ou l'odium ou le mildiou, qui sont des maladies de la vigne, n'est vraiment pas sujet à ça. Avec ces conditions idéales, la vallée de Marlborough est la plus grande région viticole du pays. 150 domaines aujourd'hui. Il y a 30 ans, il n'y en avait que 4, dont celui de Daniel Lebrun. Il y avait simplement des champs avec quelques moutons maléfiques. Exit les moutons, Daniel veut faire sauter les bouchons, car dans ses veines coule du champagne. Alors ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'opération qu'on appelle le dégorgement. Depuis 12 générations, sa famille produit le vin des rois. C'est exactement ce qu'on fait en Champagne. D'ailleurs, les machines sont originaires d'Épernay, et le viticulteur aussi. Il y a longtemps, bien sûr, mais la fibre champenoise est toujours là. J'avais pensé à l'époque que du fait du climat, ça devait être possible.
de produire quelque chose d'une qualité comparable, sinon meilleure que le champagne. Mon père avait décidé que j'étais fou m'expatrier à l'autre bout du monde pour aller faire ce que je pouvais faire à la maison. Dans le sillage de Daniel, d'autres Français sont arrivés au pays des moutons. Oui, tu vas. Et toi? Impeccable. Lionel et Jean-Christophe Bourgeois arrivent tout juste de Sancerre. Les Bourgeois y sont viticulteurs depuis 10 générations. Santé, hein, puis Après une bonne journée comme au ça. 2013. Au bonne vendange 2013, ouais, c'est bien parti, on dirait. En France, ils se sentaient bloqués par les contraintes administratives. S'ils ont planté 40 hectares de vignes dans cette région, c'est qu'ils ne pouvaient plus agrandir leur vignoble chez eux. Le lendemain, sourire aux lèvres, Lionel Bourgeois travaille au milieu des vignes. L'aspect administratif est moins soucieux en Nouvelle-Zélande qu'en France. Et c'est du travail physique. Mais la tête est un peu vidée quand on est ici. Et là, on se sent bien. Les Français visent un marché haut de gamme avec une petite production, mais de qualité. C'est très très beau. On a un bel état sanitaire. Leurs vins sont vendus dans 45 pays. Il y a des beaux arômes. Un choix judicieux. Ce qui compte, c'est que le fruit de notre travail ici rembourse les emprunts. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc oui, quelque part, c'est payant. Le chiffre d'affaires est bon. Il n'est pas mauvais. En France, ces viticulteurs se sentaient tous freinés par les lourdeurs du système. En Nouvelle-Zélande, ils ont le sentiment d'avancer tout en participant à la naissance d'un grand vignoble. Retour à Auckland, le tour du monde de la francophonie se poursuit ici en Nouvelle-Zélande. Sachez que vous pouvez nous suivre et réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TDMF. Damien, Yvon, on a reconnu vos patrons et même vous un peu à l'écart. Vous revenez de l'étranger. Le mois de septembre, c'est une période cruciale pour vous, vignoble indépendant, parce que c'est la période des salons et que vous avez peut-être besoin encore de présenter le vin néo-zélandais à l'étranger. Alors tout le temps, on est à la fois l'agriculteur, vigneron, transformateur, mais il faut savoir aussi promouvoir son produit à l'étranger. C'est indispensable. Donc on passe beaucoup de temps à l'étranger pour le promouvoir et j'ai eu la chance de passer 15 jours aux côtés de Jean-Marie Bourgeois qui est le patriarche de la famille où on a présenté à la fois nos vins de Sancerre et nos vins de Nouvelle-Zélande. Donc c'est une synergie vraiment entre la France et la Nouvelle-Zélande qui est assez unique et qui plaît beaucoup aux gens. Et alors justement, quand vous faites goûter ces deux vins en parallèle, en vis-à-vis, quelles sont les réactions? De l'étonnement parce qu'on crée peut-être un style de Sauvignon blanc notamment en Nouvelle-Zélande qui est peut-être un petit peu différent. Il y a évidemment l'énergie de Sancerre qui est derrière, la philosophie et je pense que ça fascine beaucoup les gens, mais c'est jamais la compétition. On célèbre la différence, c'est toujours la différence qu'il faut cultiver, ça c'est sûr. Monsieur Yang Chen, bonjour. Bonjour. Vous êtes Cloudy Bay, c'est une grande référence internationale. Est-ce que vous aussi, vous avez besoin de continuer à présenter ces vins néo-zélandais? Parce que finalement, la Nouvelle-Zélande, c'est un petit marché au niveau mondial. Bien sûr. Cloudy Bay a eu la chance de participer à la création de la région Marlborough en années 80 du siècle dernier. Donc on a toujours cette mission de produire un vin très représentatif de Nouvelle-Zélande, donc avec sa fraîcheur, pureté. En même temps, on n'a jamais cessé de continuer à travailler, à rechercher des nouveaux styles adaptés au marché aujourd'hui. Donc, qui est un vin de garde, un vin qui permet à comparer de haute qualité du vin du monde. Donc, aujourd'hui même, on a beaucoup investi aussi en le Pinot Noir de Marlborough, par exemple. Oui, le Pinot Noir qui a un peu plus de mal peut-être à s'adapter ici à la Nouvelle-Zélande. C'est pas encore au même niveau que le Sauvignon, peut-être? Est-ce que je suis dure? Non, je pense que en même temps, aujourd'hui, on a trouvé des résultats qui sont assez surprenants. Donc, on a trouvé des Pinot Noirs qui est très soyeux, qui est très à la style française, donc qui adapte bien le climat, donc et sol. Donc, notamment, je continue sur la parole de Damien, en Asie, donc on a une réaction très positive sur notre Pinot Noir et la qualité. Oui, alors justement, vous exportez tous à l'international quasiment à 95%, je crois, parce que, évidemment, la Nouvelle-Zélande, c'est que 4,5 millions de personnes. Rendez-vous compte, il y a plus de moutons ici. Je crois qu'il y a 30 millions de moutons pour 4,5 millions de Néo-Zélandais. Alex Kane, quels sont les pays qui achètent plus volontiers les vins néo-zélandais?
Je pense que c'est les Angleterres, en fait. Je pense. Les Anglais sont aiment bien ce goût particulier du vin néo-zélandais? Oui. Et pour nous, historiquement, ça, c'est le premier marché qui ont exporté. Mais pour nous, je pense le marché clé sont les États-Unis et la Chine. Ah oui, c'est des marchés que vous n'avez pas encore complètement gagnés, c'est ça? Oui. Alors justement, Damien Yvon, ce Sauvignon planté en France et ici ne donne absolument pas les mêmes caractéristiques. En tout cas, il y a beaucoup moins de minéralité. C'est un vin qui est beaucoup plus rond sur des notes d'agrumes. C'est assez étonnant. Ça, c'est la nature qui le décide. Alors c'est oui et c'est non, parce qu'on a à la fois des grandes différences, et c'est ce qui nous plaît, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt de venir à l'autre bout du monde créer un vignoble. On a envie pas seulement envie de grandir, mais c'est surtout l'envie d'aller découvrir un autre terroir. On n'a pas du tout de calcaire, on n'a pas du tout de silex comme on a à Sancerre, on a des terrains d'argile, de grave, qui sont à l'opposé des vins de Sancerre par exemple, mais on a certainement un point commun, c'est la fraîcheur de notre climat. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire des grands vins fins, on a besoin de cette fraîcheur-là, et ça je pense que c'est le point commun. Alors si on a une minéralité en Nouvelle-Zélande, on a une vraie minéralité, mais elle est différente de celle de Sancerre notamment, et des vins de Loire. Et on a certainement beaucoup plus de fruits, beaucoup plus d'expression. C'est des vins très vivants, je dirais, en Nouvelle-Zélande. Oui, ça c'est absolument certain. Je les ai goûtés, j'ose le dire, pardon. Jean-Christophe Poysa, vous distribuez du vin, le marché du vin français, mais on ne parle que de vin français, mais vous voulez sans doute dire de vin français produit sur place. Exactement. Quelle est l'approche vis-à-vis du vin ça fait 20 ans que vous êtes ici. 26 ans. 26 ans. Presque aussi jeune que moi. Et ça a beaucoup changé en 26 ans. Le monde du vin en Nouvelle-Zélande, que ce soit importé ou produit ici, a beaucoup changé en 26 ans. Et grâce à l'évolution du vin néo-zélandais, je pense que ça a ouvert le palais à beaucoup de kiwis. Et c'est un petit peu un naturel mouvement d'aller voir ailleurs. Et la France est une clé. J'ai un kiwi ici, on va lui poser la question. Et vous, Tony, le vin, comment vous appréciez? Vous avez toujours connu? Oui, c'est vrai qu'avant d'arriver en France, je ne connaissais pas de vin du tout. Oui. Donc j'étais un peu harcelé, si vous voulez. Harcelé par vous voyez la réputation que nous avons ici? Mon président en club qui me dit il faut goûter. Donc j'ai essayé ça et depuis je bois que du vin français, même ici en Nouvelle-Zélande. Ah oui, que du vin français. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous déplaît dans les vins fabriqués ici? J'aime ça. J'aime ça, donc j'ai mon petit marché juste à côté de chez moi. Je vais chaque semaine, j'achète ça. Oui, alors vous m'avez aussi dit autre chose la dernière fois qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'ici, il n'y a pas de bouchon de liège, c'est principalement des capsules à vis. Monsieur Yang-Chen, ça fait pas très distinguer le bouchon. Pourquoi ici particulièrement la capsule plutôt que... Sachant que la capsule est un outil aussi énologiquement parlant très bien pour garder le vin et permet d'échanger avec l'air. Au cours de vieillissement, ça aussi garde bien la fraîcheur de vin blanc notamment. Donc les Français toujours sont vraiment très aristocratiques et aiment bien garder leur... Sachant que chez Claude Dubé, on a aussi des vins qui ont utilisé la liège. Alors, à quel moment vous utilisez le liège plutôt que... Est-ce qu'il y a des différences, Damien? Alors, nous, on est une famille de 10 générations, donc la tradition, elle est aussi là, mais ça ne nous empêche pas d'utiliser la capsule vis, et je pense qu'il faut toujours penser un peu... C'est le vin qui décide. En dehors comme on dit en anglais, outside the square, à l'intérieur de sa boîte. Et la capsule vis, c'est un outil absolument incroyable qui nous permet déjà d'envoyer nos vins sur le marché d'une façon très régulière et être sûr qu'on n'ait pas de problème. Et puis, les vins en capsule vis vieillissent. Nous, on a des vins qui vieillissent très très bien en capsule vis. Ah, ça, je ne savais pas, je vous assure. On fait encore face à... le vin est fait plein de traditions. Alors, on adore Bouchon-Liège. On a encore des vins en Bouchon-Liège pour certaines raisons techniques. Mais d'autres vins se comportent très bien en capsule vis, même pour le vieillissement. Et même pour le rouge? Pour certains rouges. Peut-être pas pour tous les rouges. Je pense que c'est une question qui restera toujours dans le débat, je dirais... les modernes et les anciens. Voilà, et puis même, je pense qu'il y a le pour et le contre dans les deux cas, je pense. Mais la capsule vis a bien sa place, ça c'est sûr.
Alex Cale, vous êtes un enfant du pays, vous êtes le seul sommelier néo-zélandais. Cette région de Marlborough, dont on parle tant, est arrivée sur le devant de la scène assez tardivement. Quelles sont les spécificités de cette région de Marlborough? Pourquoi est-ce qu'elle s'est hissée au numéro 1 du vin néo-zélandais? Ah, ça c'est une bonne question. Quand tu arrives en Marlborough, la première chose pour moi, la première chose c'est la pureté de l'air, de l'eau comme ça. Mais aussi, c'est un des endroits plus ensoleillés en Nouvelle-Zélande. Il y a plus de 2400 heures de soleil. Et ça, c'est plus que toutes les autres régions. Et aussi, il y a une très faible précipitation entre le vendange. Pas beaucoup de pluie. Oui, pas beaucoup de pluie. Et comme ça, c'est le climat et le terroir de Marlborough qui fait de vin avec la richesse et l'intensité de saveur, mais aussi la fraîcheur. Damien Yvan, je reviens vers vous. Quand vous êtes arrivé ici, il y a quelques années déjà, qu'est-ce que vous avez trouvé comme terroir? Parce que le sous-sol est extrêmement important pour le vin. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme terroir et comment vous vous êtes adapté? Il a fallu déjà, tout ce qu'on a appris à l'école, il a fallu l'oublier. Ah, pourquoi? Parce qu'on partait sur des terres toutes neuves. Donc tout ce qu'on nous a appris, souvent, il a fallu le mettre de côté. On l'a réutilisé un petit peu après. Mais il a fallu apprendre à être objectif et ne pas toujours faire comme à la maison. Parce que tout ne fonctionne pas comme à la maison. Donc on a eu des terroirs qu'on ne connaissait pas. Donc il a fallu apprendre au sein des cépages quel clone planter, quel porte-greffe qui nous lie avec le sol. Et c'est des choses... Et finalement, on a pris des décisions techniques qui étaient souvent à l'opposé de Sancerre. Et ça a été une incroyable aventure. Alors ça nous a rendu humbles parce qu'on a fait des erreurs sur la route. Mais voilà, il a fallu, je pense, rester très humble dans les décisions. Et puis aussi écouter les locaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient installés là, qui connaissent leur terroir. Et je pense qu'il faut toujours être à l'écoute des locaux. Jean-Christophe Poisat, qu'est-ce qui plaît particulièrement lorsque un client pousse la porte? Qu'est-ce qui leur plaît dans les vins français? Un peu plus de complexité peut-être. Peut-être moins le côté fruité. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, on fait des vins qui ressemblent à des gros nounours qu'on a envie de faire des câlins. Et l'instant immédiat du plaisir. Alors que le vin français est peut-être un peu plus à la recul, un peu plus sur la réserve, où on a besoin d'aller le chercher un petit peu plus. Et je pense que de plus en plus, les gens recherchent cette complexité, ce challenge en fait sur les vins français, européens en général, nous Français parce que c'est ce qu'on vend. Mais je pense que la première des choses, c'est cette complexité. Qui sont vos clients? Qui pousse la porte de Maison Voron? Un peu tout le monde. Beaucoup de kiwis qui veulent expérimenter autre chose que le vin néo-zélandais. Quelle est la boisson néo-zélandaise par excellence? C'est pas le vin. C'est la bière. Moi, quand je suis arrivé il y a 26 ans, on buvait essentiellement de la bière et des spiritueux. Le vin était occasionnel, mais ça a changé dramatiquement. Donc, ici en Nouvelle-Zélande, on aime bien le vin fruité. Il n'y a aucun doute, on est une nation de vin fruité. Et le vin français ou européen est complètement de l'autre côté du spectre, en fait. On va rester sur ce goût qui change d'une région à une autre. Monsieur Yang Chen, justement, quel est le client type des vins néo-zélandais? Quand on achète une bouteille de vin néo-zélandaise, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on cherche? Je pense que d'abord la pureté, on va dire la pureté de Nouvelle-Zélande, pureté aussi dans le vin, et la fraîcheur, fruit dans le vin, qui est absolument à la recherche de produits nouvelle-zélandais. Et aussi dans la mesure, le vin avoir un goût qui est longueur de la bouche. Et aussi aujourd'hui, on a une clientèle qui est aussi cherché la haute gamme, qui permet de garder un peu, qui se boit quelques années après. Donc c'est tous les types de clientèle qu'on a. Donc si vous voyez des voyageurs internationaux aujourd'hui, spécialement, ils sont en train de chercher la typicité de chaque terroir de la Nouvelle-Zélande, de Marlborough à Sancho Otago, donc tout est différent aussi. Donc la Nouvelle-Zélande commence à
à décrire le territoire et l'appellation de. Oui, parce qu'il n'y a pas d'appellation encore en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de discussions. Je pense que la région a fait beaucoup de choses aussi de décrire. Et vous êtes uniquement sur du monocépage. Pourquoi vous êtes, il n'y a pas d'assemblage? Qu'est-ce qui ne le permet pas? Ouais, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que... Moi, je dirais que c'est un peu comme encore une fois, comme la Bourgogne ou la Sancerre, ça dépend des régions et des types de cépages. Le Pinot Noir n'est pas historiquement un cépage qui s'assemble. On aime la pureté la pureté de ce cépage sur son terroir. Donc je pense que ça c'est le style du Pinot Noir. Et le Sauvignon, naturellement, ne s'assemble pas. Ça arrive sur Bordeaux évidemment, ça s'assemble avec le sémillon. Mais encore une fois, je pense que c'est un peu on est un peu puriste, on veut se concentrer sur un cépage dans son terroir. Donc, Damien Yvon, alors vous avez été encore plus loin, vous êtes encore plus complexifié votre tâche, puisque non seulement vous êtes venu fabriquer du vin ici en Nouvelle-Zélande, mais en même temps vous vous êtes lancé dans le biodynamique. Pourquoi le biodynamique alors que le marché, quand vous êtes arrivé, il n'était finalement pas si important que ça? Oui, alors la famille Bourgeois un jour m'a dit: si on ne peut pas faire du bio en Nouvelle-Zélande, on arrête la viticulture, c'est qu'on ne sait pas faire. Et ils m'ont clairement fait passer le message en disant: on a un terroir exceptionnel, conservons notre terroir, on a tout pour réussir. Et finalement, le bio et la biodynamie, ce n'est pas des concepts incroyables, c'est tout simplement lié à la notion de terroir, si vous voulez. C'est juste avoir des pratiques qui font que la vigne, elle se sent bien sur son propre terroir, si vous voulez. Et c'est nourrir le sol, nourrir la vigne, pour que la vigne se sente au mieux sur son terroir. Et si elle se sent au mieux sur son terroir, elle exprimera le mieux, de la façon la meilleure, son terroir dans la bouteille, si vous voulez. Donc c'est un concept qui est fait plein de bon sens, si vous voulez. Et puis malgré tout, on a fait plein d'erreurs peut-être depuis des décennies avec certaines façons de cultiver, et on ne fait que revenir un peu en arrière, dans le sens positif du terme, à revenir à des techniques plus naturelles. Et les vins sont plus naturels. Alors je vois autour de ce tableau, de ce plateau, il y a quand même une très grande diversité. Monsieur Yangchen, vous venez de Chine, vous êtes néo-zélandais, vous êtes français. Est-ce que la France est un passage obligé? Je sais que vous avez fait vos études d'œnologie en France. Est-ce que c'est un passage obligé pour travailler dans le vin? Je pense que dans le monde du vin, c'est très important. C'est là, ça montre que le savoir-faire en français, ici, présent, donc qui implique sur ce terroir, et produire des vins qui est mondialement connus grâce à ce qu'on a appris en France. Alex Cale, pour vous? Oui, pour moi, c'est impossible de connaître le vin français ou le monde du vin si tu ne connais pas le contexte de cette vin dans le culture, en fait. Et en France, c'est très fort. Chaque région, il y a le vin très spécifique de cette région, et aussi il y a de cuisine de cette région, et tu ne peux pas séparer les deux, en fait. Les jeunes ont encore besoin des anciens. Ouf. Le vin français a encore de beaux jours devant lui. Je commence à sentir une odeur. Toi aussi, oui. Tony? Oui. Peut-être qu'on va aller voir en cuisine. Nick, est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce qu'on peut venir manger? Parce que là, on commence à avoir très faim. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Ouh là 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 là, c'est incroyable. Ça, c'est le bœuf tartare. Ça, c'est du bœuf tartare? Oui, avec la mousseline, foie de poulet. Du foie de poulet? Oui. C'est original. Et aussi l'escargot Nouvelle-Zélande. Escargot de Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu veux goûter, Tony? J'aimerais bien. Allez, après avoir parlé de vin, on va commencer à se tutoyer, même si on n'a pas parlé, même si on n'a pas bu une goutte de vin. Je te laisse. Peut-être c'est un peu chaud. Aïe, ça a l'air chaud. Allez. C'est particulier, la palourde avec cette persillade qu'on fait pour les escargots. Exactement. Mais ici, ça c'est très bon. Et c'est la même idée. C'est vrai? Bon, je goûterai tout à l'heure, j'ose pas encore. Merci, Tony. Ils se connaissent, ils sont copains, c'est pour ça. Ah, yeah. Tu as fait tes classes chez Alain Passard, tu es sud-africain, tu as fait tes classes chez Alain Passard. Quel est le chef qui t'inspire aujourd'hui? Cette semaine, c'est Michel Troisgros. Michel Troisgros? Oui. Oui, alors il faut savoir que Nick vient de rentrer en Nouvelle-Zélande parce qu'il a aussi un restaurant, Le Petit Léon, qui se trouve en Dordogne, donc 3 mois dans l'année. Il part là-bas ouvrir son restaurant. Et donc, Michel Troisgros, qu'est-ce que tu as aimé? J'ai mangé la semaine dernière et c'était énorme. L'expérience, la cuisine, le service, tout est magique.
Et c'est très inspiré pour moi. Ah oui, et alors quand tu rentres ici en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que ça te donne comme inspiration? Avec lui, c'est les ingrédients qui fait une histoire. Et c'est pour moi, c'est très intéressant. Et la cuisine, c'est une histoire que tu racontes toi aussi? Oui, exactement. Et ici, j'ai fait la même cuisine avec les nouveaux ingrédients Nouvelle-Zélande. Et en Dordogne, qu'est-ce que tu cuisines comme ingrédient? Qu'est-ce que tu aimes bien utiliser là-bas? Oh, là-dedans. Maintenant, c'est le giro, le cèpe, truffe d'été, c'est juste fini, la canade, pigeon. Et tu cuisines tout ça là-bas, tout? Oui, oui. Tu es un amoureux, je le vois dans les yeux, tu es amoureux de la Dordogne. Oui, j'aime bien France. Et si il y avait un plat que tu aurais eu envie d'inventer, que tu as goûté ailleurs, quel serait le plat que tu aurais envie d'inventer? Oh, c'est une question difficile. Un plat. Le gargouillou, ça te dit quelque chose? Tu m'as parlé. Oui, c'est ça. Je suis gentille, c'est le premier plat, oui, le gargouillou, c'est très intéressant. Alors, il faut que j'explique ce que c'est que le gargouillou. Le gargouillou, il faut venir, incroyable, jusqu'en Nouvelle-Zélande, à Auckland, pour entendre parler de cette salade très typique, très connue de Michel Brass, de ce chef étoilé qui se trouve à La Gueule. Et toi, tu l'as goûté. Ah ouais, c'est énorme. C'est comme une salade avec 30 ingrédients, toutes les cuissons différentes. C'est énorme. Je suis un jeune cuisinier. Et je goûte ça et c'est énorme. Bon, on te souhaite en tout cas d'avoir la même destinée que Michel Brass ou Michel Troisgros. Et toi, qu'est-ce que tu as passé 11 ans, je crois? 11 ans, c'est ça. 11 ans. Et est-ce qu'il y a un plat, une saveur qui te manque ou qui t'a particulièrement plu quand tu étais là-bas? C'est quoi? C'est un plat qui me manque un peu, c'est le foie gras. Le foie gras? C'est ça, mais c'est plus que ça. Quand on mange en France, c'est un événement. On prend le temps de manger ensemble, de discuter avec la famille ou avec les amis, bien manger, bien boire. Et c'est ça qui me manque plus. Oui, parce qu'ici en Nouvelle-Zélande, peut-être qu'on n'a pas tout ce rituel autour de la table. Non, c'est rien à voir. C'est le contraire ici. Donc, c'est un peu le speed. Donc, on mange et on s'en va. Et ici, est-ce qu'il y a des endroits où tu peux aller, des restaurants, pour essayer de retrouver un peu cette culture de la table? Ouais, ça vient de plus en plus, je crois. Je vis en centre-ville, donc il y a tas de restos gauche-droite pour essayer, mais ça change. J'ai mangé chez Nick d'ailleurs, je peux dire, c'est très bon. Merci Tony. Alors maintenant, place au French Festival. On va continuer sur cette lancée, sur cet art de vivre à la française. La première édition s'est tenue ici, à Auckland même, le 26 août dernier. Le succès a été immédiat. 16 000 personnes ont répondu à l'appel. Beaucoup de francophones, des francophones qui sont toujours plus nombreux d'année en année à venir s'installer ici, en Nouvelle-Zélande. Je vous laisse regarder. Perdu dans la grandeur du Pacifique, au milieu d'autres îles, 19 000 km séparent la France de la Nouvelle-Zélande. Dans cet environnement paradisiaque, au cœur du golfe de Hauraki, Auckland est la plus grande zone urbaine du pays. La ville attire de plus en plus d'expatriés et sa démographie est en plein boom. Le taux de croissance annuel avoisine 2%, en grande partie dû à l'immigration. Ce sont des étudiants, des voyageurs, des entrepreneurs qui peuplent cette migration. Il y a vraiment un bon lien entre la culture française et les kiwis. À chaque fois qu'ils nous parlent de la France avec des étoiles dans les yeux, surtout sur la gastronomie, sur les paysages, sur les vieux villages de France. Et beaucoup de kiwis vont en France tous les ans. Gastronomie, tourisme, artisanat ou encore cosmétique, les francophones font désormais partie du paysage multiculturel de la Nouvelle-Zélande. Une implantation très bien acceptée par la communauté locale qui se laisse séduire par le charme français. La première édition du French Festival est ainsi lancée en août 2017 après 8 mois de travail. C'est finalement plus de 14 000 personnes qui feront le déplacement le samedi 26 août lors du One Day in France, ce grand marché composé de 37 stands, tous venus pour montrer un petit bout de France aux différentes populations locales. Pâtisserie, croque-monsieur et même une chasse au trésor, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Et comme aucune célébration française ne se termine sans un bon dîner, les festivités se prolongent avec le One Night in France, un grand banquet de clôture composé de 3 tables couleur patriotique. Ce sont 3 chefs qui ont mis en commun leur savoir-faire autour d'un menu unique et gourmand afin de mettre à l'honneur la cuisine française et proposer un dîner à la hauteur de notre gastronomie. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes ici à Auckland, au Royal New Zealand Yacht Squadron, avec une vue magnifique sur la baie. Le tour du monde de la francophonie continue. Vous pouvez nous suivre et réagir sur les réseaux sociaux. #TDMF, le tour de la francophonie en 23 destinations et 25 heures de direct. Et ça n'est pas fini. J'accueille de nouveaux invités. Bonjour Edouard Le Goff. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et c'est vous qui avez initié le French Festival. Tout à fait. Avant d'en parler, je vais présenter mes 2 autres convives. À ma gauche, Émile Goraïeb, bonjour. Vous travaillez à Weta Digital, ainsi que votre compagnon Sidney Combo-Kitombo. Bonjour Sidney. Bonjour. Pourquoi ça vous fait rire? Vous avez dit compagnon. Mais on peut être compagnon sans être marié, sans avoir de relations sexuelles, tout va bien. Édouard Le Goff, dites-nous pourquoi vous avez eu envie d'initier un tel projet, parce que finalement vous n'êtes pas là depuis si longtemps. Non, juste depuis 4 ans, et depuis 4 ans sur Auckland, j'avais fait pas mal de festivals, j'avais fait le Japan Day, le Chinese Day, le festival indien aussi, et je m'étais dit qu'il n'y avait pas de vrai festival français qui représentait la communauté française comme elle existe aujourd'hui sur Auckland, et du coup je me suis dit, go for it, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et les Français sont de plus en plus nombreux, ça vous le remarquez aussi? Oui, oui, tout à fait. Bah, vu que j'ai un restaurant français en plus, oui, le chef. Ouais, exactement, je le vois de plus en plus de Français qui débarquent sur Auckland et en Nouvelle-Zélande. Tony, tu avais entendu parler, toi, du French Festival? Oui, en fait, je suis au dernier moment que c'était juste à côté d'ici, donc je suis allé. J'étais étonné en fait parce qu'il y avait beaucoup de monde, je crois beaucoup de Néo-Zélandais, les Français. J'avais envie de découvrir un peu la culture française. Et tu as retrouvé des Néo-Zélandais, c'est pas de chance. Ouais. Édouard, quelle était la proportion des francophones et des Néo-Zélandais ou en tout cas d'autres? Je pense qu'il y avait bien 30% de francophones et le reste c'était 70%, 70-75% de kiwis. Vous vous attendiez à ce succès? J'ai dit tout à l'heure 16 000, je crois que j'ai été un peu marseillaise, je crois que c'est 14. Je crois qu'on est aux alentours de 14, ouais. Non, je m'attendais entre 8 000 et 10 000. 14 000, c'est quand même un chiffre qui est quand même pas mal. Ce qui était sympa, c'est qu'il y avait quand même 40 business français qui ont travaillé ensemble dans cet espace au Shedten. Et la réussite revient à tout le monde à la fin. C'est pour l'image de tous les business français sur Auckland. Qu'est-ce qui attire les Français ou les francophones ici? Je pense que c'est la vie, la simplicité, la façon dont on vit ici, dont on est accueilli. Tout est simple ici, c'est facile de créer quelque chose, c'est facile d'entreprendre. Et les Kiwis sont extrêmement sympas. Tony, toi tu as décidé de faire le voyage inverse. Tu as décidé de partir en France alors que tu étais quand même ici, dans la terre du rugby. Pourquoi avoir fait ce choix? J'avais envie de vivre autre chose. Je crois que le fait qu'on est là, on est au bout du monde, je crois que c'est quelque part c'est naturel qu'on va à l'étranger pour voir le monde. Donc pour moi c'était pareil. Donc je suis parti dans ma carrière qui était à l'époque assez jeune. J'avais 26 ans, je suis parti, j'ai fait le pari. Et voilà, finalement, ça s'est bien passé. Quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans la culture, qui vous a étonné? Ça vous fait rire? Il y a une anecdote? J'ai bien fait de poser la question. Non, c'est fou, parce que quand je parle de la France, de mes séjours en France, ou quand je parle avec les Français, soit en France ou soit en Nouvelle-Zélande, ils me disent, mais tu es arrivé dans le trou de cul de la France. Ah, oups, c'est pas moi qui l'ai dit. Je peux dire ça en direct, mais je suis arrivé là, mais moi j'étais bien. J'ai passé un bon moment, c'est une belle région avec les gens très gentils. Et puis j'ai eu la chance d'expérience 11 ans là-bas avec le culture, les gens, et puis je ne changerai rien.
Ah oui, c'est vrai, ça c'est joli. Votre club, c'était l'ASM de Clermont. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vous regardent aujourd'hui. Vous continuez à suivre un peu le rugby ou l'ASM Clermont? Bien sûr, c'est mon club de cœur, donc je le suis chaque semaine. Ouais. Et alors, ils sont évidemment moins bons depuis que vous êtes parti? Non, ils sont plus forts en fait. Donc depuis que je suis parti, je crois qu'ils ont gagné 2 fois le championnat. Donc, moi, quand j'étais là-bas, c'était un peu un rêve parce que tout le monde de rugby connaissent l'ASM. Ils avaient un peu une malédiction de finales. Ils ont joué dans je sais pas, une quinzaine de finales. Ils n'ont jamais gagné. Et moi, j'ai participé dans 3. J'ai perdu le 3, mais malheureusement, heureusement, je suis content pour la ville, pour le club, qu'aujourd'hui, ils ont emporté 2 fois. Ah, c'est très généreux de votre part. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez? On aimerait bien savoir ce que devient Tony Marsh ici à Auckland. Ouais, en fait, j'ai 3 business, en fait. Donc, ah oui, quand même, vous n'avez pas chômé. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est assez facile à monter les affaires ici en Nouvelle-Zélande. Donc, moi, je suis toujours au milieu du sport, de rugby. Donc, j'ai un business avec... je fais du coach, la préparation physique. À côté, j'ai une application de fitness. Et je viens de lancer B-Pro NZ. C'est un business qui amène les joueurs, les entraîneurs français en Nouvelle-Zélande pour vivre une expérience de rugby ici. Parce que vous pensez que les rugbymen français ne sont pas si bons que ça? Si, ils sont bons. Mais ici, c'est autre chose. Ici, c'est autre chose. Et vous, qu'est-ce que vous avez... quelle est votre expérience la plus incroyable ici? En Nouvelle-Zélande? Oui, en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est sur le terrain de rugby aussi. Quand je suis arrivé, j'ai joué pour Silverdale, qui est au North Shore. Et j'ai vraiment aimé l'esprit sur le terrain. C'était quelque chose de complètement différent. L'état d'esprit est différent? Exactement, oui. Tony, ça fait 11 ans que vous êtes retourné à Auckland. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, pardon. Vous parlez très très bien le français. Comment vous faites pour entretenir le français alors que vous n'avez pas beaucoup l'habitude de le parler? Je sais pas. Mais ouais, c'est en fait, ouais, j'ai perdu forcément. Ça fait un moment depuis que je suis rentré. Mais en même temps, il y a beaucoup de Français ici. Donc j'ai des amis français. Et puis, il est de plus en plus jeunes qui viennent ici pour découvrir la Nouvelle-Zélande. Donc, plutôt, c'est les jeunes qui viennent pendant 1 an et travaillent ici avec une visa du travail. C'est facile de travailler ici? Oui. Donc, on trouve, je pense, on trouve facilement le travail. C'est votre avis aussi, Edouard? Tout à fait. Si on est un peu débrouillard, on peut trouver du boulot très très rapidement. On va passer maintenant à notre dernier sujet, Weta Digital. C'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, vous avez certainement vu les films pour lesquels Weta Digital a réalisé les effets spéciaux. On va rencontrer ces 2 jeunes garçons sans qui les films que vous avez vus, que vous allez voir maintenant à l'écran, ne seraient pas les mêmes. Je vous laisse découvrir cet univers magique. Retour à Auckland, la suite du tour du monde de la francophonie ici avec Weta Digital. Émile Gorayeb, Sydney Kombo-Kitongo, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Là, on a vu des images absolument fabuleuses. Quel est votre titre que j'aurais du mal à prononcer? Superviseur d'animation. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Notre travail, c'est...
Voilà, notre travail, c'est d'être l'interface entre le côté client, le réalisateur, et Weta qui met, on va dire, du sel sur la qualité du travail qui est présenté. On a un groupe d'artistes et on essaye d'élever le niveau de la qualité de mouvement, de la qualité visuelle de ce qui est présenté à l'audience après. Combien de personnes travaillent sur un film en général, hein? J'imagine que ça va être très différent d'un film à un autre, mais quels sont les moyens humains qui sont mobilisés pour... Effet visuel ou au complet? Au complet. Au complet. Approximativement. 4000. Vraiment 4000 personnes travaillent. 4000 personnes chez Weta travaillent... Non. Côté effet visuel. De notre côté, on est 1400. Oui, on est 1400 à Weta, mais sur un film, ça va tourner aux alentours de 600, 700 personnes à peu près. C'est considérable. C'est énorme. C'est beaucoup plus que le tournage en lui-même. Hein. Je pense qu'une équipe de tournage, ça ne doit pas représenter ce même chiffre. Hein. Là encore, ça dépend de la taille des films, mais sur les blockbusters, entre guillemets, vous avez la liste pour les effets spéciaux qui est beaucoup moins importante que tout ce qui vient avant. Donc ça génère énormément de travail. Oui, j'imagine. Ça finit jamais. Quand tu regardes le Colombo, ça finit jamais. C'est vrai, de plus en plus, je suis d'accord. Qu'est-ce qui a été... vous avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs, vous avez travaillé sur de nombreux films, des films très très connus, hein, Le Seigneur des Anneaux, Hobbit. Weta a également réalisé les effets spéciaux de Valérian, le dernier film de Luc Besson, et j'en passe, hein, il y en a tellement d'autres. Quelle a été la demande la plus farfelue ou la plus difficile à mettre en œuvre, hein, Émile? Pour moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire... Et j'ai le droit de vous le dire. Ah, depuis seulement... J'ai eu le OK. Seulement depuis ce matin, tu as le droit de dire. Qui est mon directeur favori, qui est Robert Rodriguez. Et le nom est Alita Battle Angel. Et qui va sortir... je ne sais pas quand, je n'ai pas le droit de le dire. Ça. Non, ça on n'a pas le droit de le dire, mais c'est quoi exactement ce film? C'est l'histoire d'une petite fille qui doit se retrouver dans un monde post-apocalyptique. Apocalyptique. Oui, et je n'ai plus le droit de rien dire. Très bien, on s'arrête là. C'est tout. Okay, you will see. Mais vous ne nous avez pas dit quelle était la demande la plus farfelue. Pour moi, je ne peux pas vraiment en parler, mais c'est la plus difficile dans mes 20 ans. À ce point-là? Oui. Ça, c'est pour que les téléspectateurs regardent au moment de la sortie. Oui, non, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. Jusqu'à présent, c'est quelque chose que vous n'avez jamais réalisé. De ce que vous avez déjà réalisé, Sidney, vous allez peut-être me répondre, vous. Quelle était la demande la plus extravagante ou la plus difficile, techniquement, technologiquement, même si vous êtes très fort, hein, vous faites beaucoup de choses? À dire la vérité, on fait, comme pour la cuisine dont vous avez parlé tout à l'heure, on fait un métier passionnel. 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 Pas passionnant, passionnel. Attention, vous entendez la différence. Hein. Nuance fondamentale. On fait un métier passionnel dans le même sens que la cuisine. Ça n'est pas tellement l'exigence du client que l'exigence qu'on se met sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus dur au bout du compte. On regarde un film et on se dit « c'était bien ». C'était bien fichu et on veut aller plus loin. Donc on met énormément d'exigences sur nous-mêmes en fait. Mais ça veut dire que vous allez plus loin encore que la demande du réalisateur, c'est ça que vous voulez dire? Parce que vous avez l'expérience, vous avez un peu cette vision. Ils nous font confiance là-dessus. Si les studios les plus importants au monde, la Fox, Warner et tout le reste viennent chercher Weta Digital, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une expertise là qui ne se trouve pas aisément ailleurs. Et donc on a cette chance-là dans le processus créatif de pouvoir apporter en plus une qualité visuelle qu'ils n'ont pas forcément anticipée de leur côté. Donc c'est collaboratif et on a la chance énorme de pouvoir apporter quelque chose de créatif. Donc le client a ses exigences très importantes, mais avec ces exigences, on va se retrouver à Weta et dire ok, voilà ce que le client veut, comment est-ce qu'on va au-delà. Ils sont forts, ils sont vraiment forts. Mais on aime aller plus loin. Ah oui, ça c'est un défi. Ça c'est un défi. C'est un défi pour nous-mêmes et pour la compagnie et pour le client. Émile, ça fait 2 ans que vous êtes arrivé chez Weta. Comment cette entreprise qui se trouve en Nouvelle-Zélande, Tony tout à l'heure disait
dans le trou du cul du monde. Pardon Yves Bigot, mais comment c'est possible qu'une entreprise pareille puisse ait pu devenir le Weta d'aujourd'hui, c'est-à-dire mondialement connu C'est quoi le secret de Weta? C'est le leadership et c'est des gens comme nous qui sont tellement passionnés. Et on m'a dit ça, Peter Jackson avait choisi de garder sa compagnie ici, quand il aurait pu partir n'importe où et aller à Hollywood et tout ça, mais parce qu'il est d'ici, il voulait que sa compagnie soit ici. Et pour nous, moi j'ai pas travaillé sur le Seigneur des Anneaux, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il faut que je travaille pour lui. Il faut que je travaille pour cette compagnie. Alors j'aimerais beaucoup revenir, mais ça on va le faire dans un instant, sur vos parcours qui sont aussi passionnants, comme toutes les personnes qui étaient sur ce plateau. Quand le monde est un peu vous appartient, c'est extraordinaire de voir ces parcours et des personnes être aussi à l'aise d'un pays à un autre, et vous particulièrement. J'ai perdu du coup le fil de ma question. Mais oui, non, c'est ça. Weta Digital, c'est énormément de Français, de francophones, mais pas que. Il y a énormément de nationalités qui sont représentées. C'est vraiment l'intelligence mondiale au service d'une œuvre. Ouais. Émile, vous êtes combien à Weta Digital de Français, par exemple, de francophones? Ça va chercher 15%, peut-être. Peut-être un peu moins, mais on est plus d'une soixantaine de personnes en tout cas. Simplement françaises à l'intérieur de Weta. Ouais. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français dans le monde des effets spéciaux? Sans être chauvin ou quoi que ce soit, la France est unanimement reconnue comme étant un pourvoyeur de talent pour tout ce qui est effets visuels, pour tout ce qui est animation et effets spéciaux. Donc là, il n'y a aucune surprise. Les écoles de formation, que ce soit Émile Cole, que ce soit les Gobelins, que ce soit toutes les écoles de formation qu'il y a en France, génèrent des talents que la France a un peu de mal à garder. Et pour moi, dans ma carrière, les gens les plus artistiques que moi j'ai connus, c'est des Français. Et pourtant, ces talents-là partent en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Ouais. Racontez-moi votre expérience. Comment vous êtes arrivé jusque ce domaine des effets spéciaux, qui est une technologie de pointe? Quand vous parliez de votre expérience et de votre expertise française, qu'est-ce que vous apportez, vous, en tant que francophone ou en tant que personne ayant étudié en France, qu'est-ce que vous apportez à Weta Digital? Je parlais tout à l'heure de cette école-là, mais j'ai fait une école d'art, pas spécialement liée aux effets spéciaux. J'ai étudié l'art en général. Et ça ouvre les horizons. Je ne regarde pas par la fenêtre, par le prisme de mon ordinateur uniquement. J'ai tendance à dessiner, à sculpter, à peindre les différentes choses que je vais avoir à fabriquer. Et je prends énormément de temps de planning par rapport à ça. Et ce qui est fou, dans l'environnement scolaire dans lequel j'étais, où j'étais loin d'être le meilleur, et, comme je dis, la France génère des talents qui laissent pantois même des experts du métier. Mais j'ai eu, quand j'arrive dans une boîte comme Weta et que je présente ce savoir-faire-là, c'est quelque chose que plusieurs différents départements font. Et je le fais avec tout seul, en fait. Vous arrivez comme des artistes et vous, Émile, vous êtes aussi artiste un peu avant d'être technicien. Oui, et pour moi... C'est quoi qui vous a inspiré? Moi, c'était du côté artistique, c'était mon père, il est sculpteur de bois. Et quand j'étais jeune, il dessinait des canards et la nature et tout ça. Et de l'autre côté, il y avait ma mère et ma soeur qui me poussaient tout le temps à faire ce que je voulais. Et donc, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'étais jeune, à cause de mon père et les films et tout ça. Et voilà, aujourd'hui. Voilà, je rappelle, voilà, et c'est ça aussi, la francophonie. Je rappelle que, Émile, vous êtes libanais, mais vous avez vécu... Vous êtes né au Liban, mais vous avez vécu également au Canada. Ouais. Vous, Sydney, vous êtes congolais de Brazzaville. Ouais. Vous avez fait vos études en France et aujourd'hui, vous êtes à Weta, en Nouvelle-Zélande. Vous êtes vraiment les visages de la francophonie. Ça fait une différence, ça? Oui.
Et moi, j'adore la Nouvelle-Zélande. C'est un enrichissement. Plus on connaît, plus on a vécu à différents endroits, plus. Et je pense que c'est ça aussi que l'État recherche un petit peu, c'est la richesse des différentes vies que nous avons eues. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Édouard. On arrive à la fin de cette émission, malheureusement. On va vous quitter dans un instant, mais avant cela, on voudrait aller à Nouméa, faire un petit coucou à nos amis de Nouvelle-Calédonie qui vont reprendre le fil de ce tour du monde de la francophonie. Nouméa, est-ce que vous êtes prêts, Nouméa, est-ce que vous m'entendez? Super. Nous sommes là, nous vous entendons, bonjour. Nous sommes tout prêts à vous accueillir ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. On vous attend d'ici quelques minutes au Centre culturel Jean-Marie Tjibaou. À tout à l'heure, on vous retrouve là.